Le matin du 16 juillet 1945, une bombe a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Mais ce n'était pas une bombe ordinaire. C'était le premier essai d'une bombe nucléaire connue sous le nom de Trinity. Le projet a été dirigé par le scientifique J. Robert Oppenheimer. Oppenheimer a été choqué par la puissance de l'explosion. Il s'attendait à ce qu'elle atteigne environ 0,3 kilotonnes de TNT, mais elle s'est avérée beaucoup plus dangereuse, mesurant 15 à 20 kilotonnes de TNT. L'explosion a dégagé une énorme quantité de chaleur, faisant disparaître complètement une tour en acier. L'onde de choc a été ressentie à une distance de 160 km et un nuage en forme de champignon s'est élevé à 12 km dans le ciel. Après avoir été témoin des résultats dévastateurs, Oppenheimer était si choqué qu'il a cité une ligne du Bhagavad Gita, un texte sacré hindou. Vous pourriez vous demander comment Oppenheimer connaissait le Bhagavad Gita et nous expliquerons cela plus tard dans la vidéo. Christopher Nolan ayant réalisé un nouveau film, je pensais que ce serait une bonne occasion de faire une vidéo à son sujet. Nous allons donc découvrir son histoire. Comment a-t-il développé la bombe nucléaire? Oppenheimer était-il un héros ou un méchant? Et comment s'est-il senti lorsque des millions de personnes ont perdu la vie à cause de sa création? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Julius Robert Oppenheimer est connu comme le père de la bombe atomique. Il était le directeur du projet Manhattan qui a créé les premières armes nucléaires. Commençons cette histoire par son enfance. Oppenheimer est né en 1904 au sein d'une famille juive allemande à New York. Dès son plus jeune âge, il était considéré comme un enfant prodige. Il étudiait la physique et la chimie à un niveau élevé dès l'âge de seulement 10 ans. Et il possédait une connaissance impressionnante de la minéralogie et des propriétés des minéraux. Sa maîtrise des sujets était telle qu'à l'âge de 12 ans, il fut invité à donner une conférence au club de minéralogie de New York. Plus tard, en 1922, lorsqu'il alla étudier à Harvard, il obtint son diplôme de 4 ans en seulement 3 ans. Il était en tête de sa classe, ayant choisi la chimie comme spécialité, mais il était très cultivé dans de nombreux domaines tels que la physique, la philosophie, la littérature et même les religions orientales. Cependant, à Harvard, il réalisa que sa véritable passion était la physique. Plus tard, en 1927, à l'âge de 23 ans, il obtint son doctorat. Cependant, derrière ce génie se cachait une part d'ombre. Ses amis disaient qu'Oppenheimer avait des tendances autodestructrices. Il était un fumeur invétéré et souffrait de dépression. Un jour, il confia à son frère « J'ai plus besoin de la physique que d'amis ». Il se concentrait uniquement sur ses études et restait inconscient de ce qui se passait dans le monde qui l'entourait. Ce n'est que dans les années 1930, lorsque Adolf Hitler monta au pouvoir en Allemagne, qu'il prit peu à peu conscience de la situation politique. En raison de la tyrannie d'Hitler, de nombreux scientifiques allemands juifs fouillaient l'Allemagne pour l'Amérique. Cette liste comprenait de grands noms tels que Albert Einstein, John von Neumann, qui apporta des contributions significatives au domaine de l'informatique moderne, Leo Szilard, qui jouait un rôle important dans cette histoire, Hans Bethe, connu pour avoir découvert la fusion dans les étoiles, Edward Teller, souvent appelé le père de la bombe à hydrogène, et Enrico Fermi, une autre figure clé du récit. Étant lui-même issu d'un milieu juif allemand, Oppenheimer prit de plus en plus conscience des atrocités commises contre les juifs, ce qui l'amena à développer son intérêt pour la politique. En 1936, Oppenheimer fit cette déclaration. « J'ai commencé à comprendre à quel point les événements politiques et économiques affectent profondément la vie des gens. J'ai ressenti le besoin de m'impliquer dans cette communauté. » Cette déclaration reflète son inquiétude croissante pour les questions politiques et sociales et elle l'incita à assister à diverses réunions politiques de gauche. De plus, il fit des dons d'argent à des syndicats et soutint les ouvriers agricoles en grève. En septembre 1939, Adolf Hitler envahit la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, les États-Unis étaient initialement hésitants à s'impliquer dans la guerre, mais le pays se préparait à un éventuel conflit. Un événement décisif eut lieu un mois avant le début de la guerre, en août 1939, lorsque Albert Einstein et Leo Szilard écrivirent une lettre au président américain Franklin D. Roosevelt. Dans cette lettre, ils mettaient en garde le président contre la possibilité qu'Hitler développe des armes nucléaires et soulignaient l'importance pour l'Amérique d'être prête en cas de scénario similaire.
Dès la lecture de cette lettre, le président américain créa immédiatement un comité consultatif sur l'uranium, prenant des mesures immédiates. Une équipe de scientifiques et de militaires fut formée dans le but de rechercher le potentiel de l'uranium, en particulier sa possibilité d'être transformé en arme. Suite aux conclusions de ce comité, le gouvernement américain finança les recherches d'Enrico Fermi et de Leo Szilard sur les réactions nucléaires en chaîne et la séparation des isotopes de l'uranium. Le défi auquel les scientifiques étaient confrontés était que l'uranium présent naturellement sur Terre était principalement composé de l'isotope uranium-238 avec moins de 1% d'uranium-235. Seul l'uranium-235 pouvait être utilisé pour fabriquer une bombe nucléaire. Ainsi, la première tâche des chercheurs était de trouver un moyen de convertir l'uranium-238 en uranium-235. Cependant, les scientifiques impliqués dans ce projet avaient pour consigne de ne pas informer Albert Einstein de leurs travaux. Le gouvernement américain craignait que l'idéologie politique d'Einstein soit trop orientée à gauche, présentant un risque potentiel pour la sécurité. En même temps, Oppenheimer menait ses propres recherches indépendantes sur la fission nucléaire avec Edward Teller et d'autres scientifiques. En décembre 1940, outre l'uranium-235, un autre élément radioactif fut découvert que les scientifiques pensaient également pouvoir être utilisé pour développer des armes nucléaires. Cet élément découvert, que les scientifiques croyaient pouvoir être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires, était en effet le plutonium. Le 11 octobre 1941, le président américain envoya un message au premier ministre britannique Winston Churchill proposant une collaboration entre les deux pays pour le développement atomique. Cependant, moins de 2 mois plus tard, le 7 décembre 1945, le Japon attaqua Pearl Harbor et les États-Unis entrèrent officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'attaque, le président Roosevelt annonça que les États-Unis rejoindraient les puissants alliés dans la lutte contre l'Allemagne et le Japon. La mission scientifique se transforma en mission militaire et le développement d'armes nucléaires devint une priorité absolue. Le projet Manhattan, le nom de code de l'effort visant à construire des bombes atomiques, fut lancé avec un budget important de 2,2 milliards de dollars à l'époque, ce qui équivaut à environ 24 milliards de dollars aujourd'hui. Le projet a été géré par le corps des ingénieurs de l'armée qui avait son siège à Manhattan, à New York. Lorsque la responsabilité du développement des armes nucléaires fut ajoutée, le 18e étage du même bâtiment devint le quartier général du nouveau district d'ingénieurs de Manhattan, marquant le début officiel du projet Manhattan le 13 août 1942. En septembre 1942, le colonel Leslie Richard Groves fut nommé responsable du projet et il choisit Oppenheimer pour diriger la conception de la bombe atomique. Afin de maintenir le secret, le lieu secret fut sélectionné pour abriter le projet. En effet, Oak Ridge, dans le Tennessee, joua un rôle crucial dans le projet Manhattan. On la surnomma la ville secrète, car une ville entière fut construite uniquement à des fins du projet. Des milliers de scientifiques, chercheurs et ouvriers furent déplacés à Oak Ridge pour travailler sur la production d'uranium-235 à partir d'uranium-238. Ce processus était essentiel, car l'uranium-238 n'est pas très fissile et ne peut pas soutenir une réaction en chaîne nécessaire pour une bombe nucléaire. Ainsi, l'extraction de l'uranium-235 était essentielle. Pour y parvenir, le projet Manhattan examina 4 méthodes différentes: la diffusion gazeuse, la centrifugation, la séparation électromagnétique et la diffusion thermique liquide. Après avoir testé les 4 technologies, la séparation électromagnétique et la diffusion gazeuse se sont avérées les plus réussies. Dans la séparation électromagnétique, un grand aimant est utilisé pour séparer l'uranium-235 de l'uranium-238, tandis que la diffusion gazeuse consiste à faire passer du gaz d'hexafluorure d'uranium à travers une membrane poreuse, permettant aux molécules plus légères d'uranium-235 de passer à travers et d'être séparées des molécules plus lourdes d'uranium-238. Pendant ce temps, dans un autre endroit à Washington, des scientifiques travaillaient sur la production de plutonium, qui est également obtenu à partir d'uranium-238. Lorsqu'un isotope d'hydrogène est bombardé avec de l'uranium-238, du plutonium est produit. On découvrit par la suite que le plutonium était plus radioactif et plus fissile que l'uranium-235. Pour le projet Y, le général Groves cherchait un endroit éloigné et secret où la conception et la construction réelle des bombes atomiques auraient lieu. Oppenheimer suggéra la vallée de Pecos, au Nouveau-Mexique, un endroit qu'il appréciait pendant l'été en raison de sa beauté pittoresque et de son isolement.
Après avoir établi tous ces lieux et méthodes, l'étape suivante consistait à tester pratiquement une réaction en chaîne. Jusque-là, tout était théorique, et un test pratique était nécessaire pour confirmer la faisabilité de construire une bombe atomique. Ce test aurait lieu au Nouveau-Mexique, sur le site de Trinity, le 16 juillet 1945, marquant une étape importante dans le projet Manhattan. Enrico Fermi réalisa la première réaction en chaîne nucléaire contrôlée et réussie le 2 décembre 1942 dans un cours de squash à l'Université de Chicago. Cette expérience fournit une preuve cruciale que le concept d'une bombe atomique était réalisable. Malgré certains doutes et préoccupations concernant J. Robert Oppenheimer en raison de ses relations avec des personnes qui avaient des idéologies communistes, le général Groves reconnut l'expertise d'Oppenheimer et son rôle indispensable dans le projet. Les compétences d'Oppenheimer étaient particulièrement cruciales pour calculer la masse critique qui désigne la quantité minimale d'uranium-235 ou de plutonium-239 nécessaire pour soutenir une réaction en chaîne et provoquer une explosion. Pendant cette période, de nombreux facteurs concernant l'uranium-235 et le plutonium-239 restaient encore inconnus. En 1940, le plutonium-239 avait été découvert, mais à la fin de 1943, seule une petite quantité de plutonium pouvait être produite, notamment 2 mg. En raison de cette production limitée, le projet Manhattan se concentra sur le développement de 2 types de bombes atomiques. La première bombe, nom de code Little Boy, était basée sur l'uranium-235 et utilisait une conception de type canon. 2 masses sous-critiques d'uranium-235 étaient rapidement rapprochées pour former une masse critique, initiant une réaction en chaîne de fission qui conduisait à une explosion. Une deuxième bombe, connue sous le nom de Fat Man, utilisait du plutonium-239. Sa conception était différente et utilisait une méthode d'implosion. Le noyau du plutonium était entouré d'explosifs conventionnels disposés de manière symétrique. Lorsque ces explosifs étaient déclenchés simultanément, ils provoquaient une compression rapide et uniforme du noyau du plutonium, aboutissant à une masse critique et une réaction en chaîne de fission qui produisait une puissante explosion. Les 2 bombes, Little Boy et Fat Man, furent utilisées avec succès lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en août 1945, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Ces bombardements marquèrent la première et unique utilisation d'armes nucléaires dans une guerre à ce jour. Il était plus difficile de concevoir une bombe au plutonium. Ici, elle ne pouvait pas être conçue comme un canon, car si les masses de 2 morceaux de plutonium étaient combinées, elles réagiraient très rapidement et la réaction de fission prendrait fin avant que la masse critique ne soit atteinte. Les scientifiques ont donc proposé une conception différente pour la bombe au plutonium. La masse de plutonium devait être placée sous haute pression et densité, dans une structure sphérique. Une masse sous-critique de plutonium était placée à l'intérieur d'une sphère creuse. Des explosifs étaient utilisés pour créer une implosion dans la masse de plutonium. Lorsque les explosifs à l'extérieur explosaient, le plutonium était soumis à une forte pression et atteignait la masse critique. Ce concept fut appelé la méthode d'implosion. Alors que les scientifiques étaient déjà familiers avec la méthode du canon, c'était la première fois que la méthode d'implosion était mentionnée théoriquement. Oppenheimer considérait qu'il était nécessaire de la tester avant de l'intégrer réellement à la bombe. Le général Groves disait qu'il ne pouvait pas tester de telles choses car il n'avait produit qu'une petite quantité de plutonium. Cependant, Oppenheimer était catégorique sur la nécessité de ce test. Ainsi, le général Groves dut finalement accepter. Et alors, chers amis, le test Trinity fut réalisé. Je l'ai mentionné au début de la vidéo. Dans le désert du Nouveau-Mexique, une bombe nucléaire d'essai fut déclenchée. Cette bombe d'essai fut appelée Gadget. Elle contenait 13 livres de plutonium. Les scientifiques suspendirent Gadget à 100 pieds dans les airs à l'aide d'une tour en acier. Et le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, cette bombe fut déclenchée. Comme je vous l'ai dit, cette bombe fut bien plus puissante qu'Oppenheimer ne s'y attendait. La tour en acier s'évapora complètement. Après l'explosion de la bombe, un verre légèrement radioactif de couleur verte se forma et on l'appela Trinitite. C'est après avoir vu cette explosion qu'Oppenheimer prononça quelques lignes du Bhagavad Gita. « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Je suppose que nous avons tous pensé cela, d'une manière ou d'une autre. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another.
En réalité, Oppenheimer était un spécialiste du sanskrit et il avait étudié l'intégralité du Bhagavad Gita dans sa forme originale. Il décrit le Bhagavad Gita comme l'un des livres les plus influents de sa vie. Moins d'un mois après le test de Trinity, le 6 août 1945, la bombe Little Boy fut larguée sur Hiroshima. Comme si cela ne suffisait pas, 3 jours plus tard, la bombe Fatman au plutonium fut larguée sur Nagasaki également. Lorsqu'il entendit cette nouvelle, la première réaction d'Albert Einstein fut « Malheur à moi », une déclaration mélancolique. On croit également qu'Albert Einstein a dit « L'humanité a inventé la bombe atomique, mais aucune souris n'inventerait jamais de piège à souris. » Oppenheimer exprima sa satisfaction après que la bombe ait été larguée sur Hiroshima, car il souhaitait que cette bombe soit utilisée contre l'Allemagne nazie et Hitler. Cependant, lorsque la bombe fut larguée sur Nagasaki, Oppenheimer fut choqué. Le 17 août, il se rendit à Washington pour rencontrer le secrétaire à la guerre et lui remettre en main propre une lettre qu'il avait écrite. Il déclara ouvertement qu'il souhaitait l'interdiction des armes nucléaires et qu'il était très repentant de sa participation. Il était préoccupé par la technologie à laquelle il avait contribué pour l'humanité. Oppenheimer considérait la première bombe larguée sur Hiroshima comme un mal nécessaire. Mais maintenant, il avait peur pour l'avenir, se demandant comment les différents pays utiliseraient cette technologie. Ensuite, en avril 1945, le président américain Roosevelt décéda et le prochain président américain fut Harry Truman. 2 mois après le largage de la bombe sur Nagasaki, Oppenheimer eut l'occasion de rencontrer le président Truman. Lors de la réunion, il lui dit directement « J'ai du sang sur les mains ». Le président Truman se mit en colère en entendant cela et se mit à crier. Il dit à son secrétaire de jeter Oppenheimer hors du bureau et qu'il ne voulait plus jamais le voir. Oppenheimer travailla plus tard avec la Commission de l'énergie atomique des États-Unis pour empêcher d'autres attaques nucléaires de ce genre. Il voulait établir un contrôle sur les armes nucléaires. En 1949, lorsque le président Truman s'adressa à la commission avec l'idée de créer une bombe à hydrogène, Oppenheimer s'y opposa vigoureusement. Cependant, son opposition ne fut pas prise en compte car les États-Unis développèrent ultérieurement une bombe à hydrogène, effectuant des essais en 1952. Edward Teller était le scientifique qui joua un rôle important dans la conception de la bombe à hydrogène et est maintenant connu sous le nom de père de cette bombe. En raison de l'opposition d'Oppenheimer et de son idéologie de gauche, il perdit son emploi. Il passa le reste de sa vie dans la profession académique, donnant des conférences partout dans le monde. Malgré 3 nominations pour le prix Nobel, il ne l'a jamais remporté. En 1965, Oppenheimer décéda à l'âge de 62 ans des suites d'un cancer de la gorge, ce qui n'était pas surprenant, car il avait été un gros fumeur tout au long de sa vie. Aujourd'hui, 9 pays sont connus pour posséder des armes nucléaires. La Chine, la France, l'Inde, Israël, la Corée du Nord, le Pakistan, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Le côté positif, c'est qu'au cours des 80 dernières années, aucune autre arme nucléaire n'a été utilisée. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont les vlogueurs manipulent les téléspectateurs dans cette vidéo en cliquant ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.